Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Cédric. On sait que 80-90% de la population mondiale vivra dans des villes à échéance. Vous avez parlé des enjeux d'une ville intelligente. Est-ce que vous pouvez décliner ce que ça veut dire, ces enjeux-là? Vous avez la ville intelligente, c'est un concept sur lequel j'ai travaillé. Et donc, on va dire dans les années 2000, parce que je viens du monde des mathématiques et de l'informatique. Tous les gens pensent que je suis architecte, parce que j'ai eu la médaille de la prospective de l'Académie d'architecture. Il y a des gens qui pensent que je suis urbaniste, parce qu'ils vont que sur les villes. Il y a des gens qui considèrent que je suis sociologue, parce que je m'intéresse beaucoup à la phénoménologie de l'exclusion sociale. Il y a des gens qui pensent que j'ai fait des études climatiques, parce que je parle des problématiques climatiques. Mais en réalité, donc, je viens du monde des mathématiques et informatiques. Et donc, quand on a vécu cette espèce de révolution de l'Internet dans les années 2000, qui est venue donc s'étendre de manière fulgurante sur la planète, bien sûr, donc j'ai été outillé et armé parce que j'ai travaillé déjà sur ces problématiques de la complexité de la technologie qui traverse donc la manière de gérer nos bâtiments, de gérer nos vies. Et donc la ville intelligente, en fait, quand j'ai développé là-dessus des outils, c'était des plateformes numériques qui nous permettent de mieux anticiper ce que vous pouvez se passer au niveau d'infrastructures. Mais après, il y a eu un gros business en 2010 qui a été mené par des grandes compagnies américaines qui ont trouvé un filon qui était de venir nous dire « Vous inquiétez pas pour les villes, voilà, vous allez prendre tel logiciel, telle plateforme, et avec ça, on va vous résoudre les problèmes de circulation, les problèmes d'insécurité, les problèmes de pollution. » Et donc, on a eu une espèce de leurre collectif dans lequel on nous faisait croire que la technologie, appelée Smart City, allait changer la vie. Donc, j'ai été dans ce mouvement, et puisque j'ai créé une start-up qui a développé des technologies assez pionnières, qui a été acheté par un grand groupe français. Synovia, c'est ça? Oui, c'est ça, Synovia, qui a été acheté par un grand groupe français donc, mondial, et qui a porté donc, mes travaux. Mais moi-même, concepteur de cette technologie, donc j'ai déposé un des premiers brevets au monde sur justement les technologies pour gérer mieux le bâtiment et les grappes des bâtiments donc à l'échelle de la ville. Moi-même, j'ai compris qu'on était en train d'atteindre un plafond de verre qui était celui d'une technologie qui vient nous asservir plutôt que de nous libérer. Et c'est pour ça que j'ai préféré quitter le domaine de la Smart City pour quelque chose que j'ai appelé la Human Smart City, la Smart City humaine, qui m'a amené sur le chemin de mes retrouvailles avec Jane Jacobs, avec des activistes américains donc de la ville qu'on appelle la ville vivante. Et c'est là où j'ai créé le concept de Living City, c'est-à-dire une ville vivante, une ville dans laquelle l'humain soit au cœur et non pas la technologie. Et je vous invite à lire, les auditeurs, et Bernard Stiegler, philosophe français, est décédé malheureusement l'été dernier. Et Bertrand Stiegler, il avait proposé donc un mot du grec qui est le mot pharmacon pour la technologie, en disant un pharmacon, c'est en même temps un remède et en même temps un poison. Et il avait dit la technologie, c'est ça, c'est un pharmacon. Donc j'ai essayé, par la suite, de ne plus m'inscrire à définir est-ce que c'est une ville intelligente. Je me suis plutôt intéressé à définir est-ce que c'est une ville heureuse avec des citoyens heureux. Et c'est pour ça que vous l'avez appelée ville vivante? Oui, c'est ça. Et vous l'avez décliné en disant elle est à la fois incomplète, imparfaite et impermanente. Oui, exactement, parce que Jane Jacobs, j'invite aussi à lire Jane Jacobs, c'était une activiste américaine dans les années 60, elle était d'origine canadienne, et elle a été vraiment cette figure qui a été engagée pour développer donc l'inclusion sociale, la mixité sociale, la ville compacte, pour que la ville ne soit pas en proie à la minéralité, aux voitures, au diesel, au plastique, au caoutchouc. Vous savez, la ville s'est bâtie par trois éléments qui étaient les bétons, donc les caoutchoucs dans tous ces formes-là, et l'essence. Donc, puisque c'est comme ça que les villes ont été construites, on a bétonné, on a bitumé, et on a mis des voitures dedans pour que les gens se déplacent, puisqu'on a créé des temporalités donc, pour que les gens puissent arriver d'un point à l'autre, donc en conduisant, parce que c'était un signe de pouvoir. Mais en réalité, on a perdu de vue que la ville
depuis 4000 ans. Donc, on peut remonter en Mésopotamie, à Ur, la première ville. Je commence mon livre en décrivant tous ces vallées dans lesquelles les gens se mettaient, parce que la ville a toujours été associée d'abord à des groupements pas loin de l'endroit où il y avait des lots, donc ce qu'on appelle des vallées, parce que ça faisait partie de la vie. Et donc, la ville a été avant tout un lieu vivant. Et donc, c'est pour ça que quand on dit que la ville est vivante, donc qu'on la ramène à l'équivalent d'un organisme, ça veut dire qu'elle a comme nous tous un métabolisme, ça veut dire qu'elle doit respirer, et comme chacun de nous tous, donc nous sommes imparfaits, hélas, je vous déçois, mais bon, voilà. À part Cédric Simonin. Voilà. Nous sommes incomplets, on est toujours en développement, voilà, et on est fragile, on appelle ça l'impermanence dans la philosophie orientale bouddhiste, voilà, on appelle ça l'impermanence. Ça veut dire qu'on est là et des on peut ne pas être là. Je l'ai dit souvent, il n'y a rien suffit pour dérégler une ville. Je l'ai dit depuis 10 ans. Vous regardez, à moins que rien, c'est-à-dire 130 nanomètres. C'est la taille du virus SARS-CoV-2 qui a généré la pandémie mondiale de Covid-19. 130 nanomètres. Vous savez qu'un nanomètre, c'est un cheveu posé sur la Terre et vu de la Lune. Hein. Donc, pour donner un peu la taille de ce qu'elle représente. Donc, voilà. 130 nanomètres a mis la planète en échec, l'économie mondiale par terre, et les villes ont dû s'apaiser et se calmer. Donc, l'imperfection, l'incomplétude et la fragilité propre au vivant s'appliquent à la ville. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les gens qui hurlent en permanence, disent « Ah ouais, dans ma ville, il y a tel truc qui n'a pas été réparé », ils prennent des photos, ils disent, mais c'est toujours dans toutes les villes, partout dans le monde. Et il y a des choses qui ne sont pas finies, des choses qui doivent évoluer. Ouais. On livre aujourd'hui quelque chose qui demain sera périmé parce que voilà, on passe. Voilà. Alors justement, vous avez parlé de gouvernance. Quelle est la part de responsabilité des pouvoirs publics ou plus peut-être pouvoir politique plutôt? Plutôt politique. Pas la même chose. Non, politique. Il y a le pouvoir public qui effectivement exerce, voilà, dans un certain cadre formel, réglementaire. Ensuite, il y a les pouvoirs politiques. Vous savez, moi, j'essaye également dans mon livre moi, je suis passionné des mots, j'adore les mots, j'adore écrire. Et donc, les racines des mots sont très importantes parce que parfois, on les oublie. Et donc, police, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Droit de cité », parce que c'est les mêmes mots. Cité, c'est en latin, et police, c'est en grec. Mais police, et je cite donc Aristote dans mon début de texte, parce que Aristote disait les communautés des hommes et des femmes qui s'agroupent sont des animaux politiques. Donc, puisque les animaux politiques, c'est ça qui est différent, c'est-à-dire, on le dit dans l'extrait que j'ai mis, et c'est ça qui nous différence des abeilles, c'est ça qui nous différence des moutons, c'est ça qui nous différence des ânes. Hein. Et parce que nous avons donc cette capacité en tant qu'hommes politiques, animaux politiques, de partager un territoire et de fixer des règles communes qui représentent la base qu'on doit respecter. À l'époque, il y avait l'esclavagisme, il y avait ceci ou cela, voilà. Mais il y avait aussi la démocratie et les droits de parler. Donc, il faut retourner à la source des pouvoirs politiques, qui est le pouvoir de définir un certain nombre de règles, explicites ou implicites, formelles ou tout simplement informelles, ou des accords tacites qui permettent de réguler, de gérer la manière comme des hommes et des femmes partagent un espace vital qui est un territoire et dans lequel donc ils sont décidés de l'aménager ensemble. Voilà. Et donc le pouvoir politique, c'est le pouvoir donc de choses partagées. C'est le pouvoir de lois partagées. C'est le pouvoir donc de lieux dans lesquels on peut générer une manière de vivre qui doit nous amener à ce que j'appelle donc les droits de cité, les droits de police, c'est-à-dire les droits de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les communs. C'est-à-dire les communs, c'est tout ce qui est par rapport à un certain nombre de règles permet de définir ce que nous partageons tous et qui ne doit pas être au bénéfice de certains ou tout simplement être inaccessible parce que des lois de marché qui sont venues nous imposer de manière spéculative, nous en privent. L'air, l'eau, le sol. Carlos Moreno, quand je vous écoute, je me dis que la planète est en danger, on l'a bien compris, mais que notre démocratie aussi est en danger.
Vous avez tout à fait raison. Et c'est peut-être d'ailleurs la base. Si on répare la démocratie qui est en train d'être euh, cassée, est-ce que on aura plus de chances de sauver la planète? Vous avez tout à fait raison, parce que la démocratie, elle souffre. Donc, la démocratie, c'est un héritage des Grecs également, donc Athènes, Ouais. avec toute cette expression publique, hein, ça rappelons-le, part de là. donc l'agora, Ouais. donc, qui était les Mais moyens justement, par rapport à d'expression. l'agora, j'aurais pu rajouter le débat aussi. Le débat est en train d'être C'est ma complètement réponse. nié. Ouais, c'est ça, pardon. C'est que la démocratie n'a pas lieu d'exister si l'agora n'existe pas. Voilà. Puisque la démocratie, elle s'exprimait au travers l'échange qui était dans l'agora, c'est qui avait le droit de parler, et qui pouvait donc exprimer une pensée, et ensuite elle était soumise à un vote, voilà. Et ça s'est construit comme ça. Donc la première démocratie européenne, en Islande, c'était ça. Donc au bord des fjords, les gens se réunissaient et ils exprimaient une pensée. Donc la démocratie, elle repose sur la base d'un échange, d'un respect et de ce qu'on appelle l'altérité. C'est-à-dire le respect de l'autre, parce que l'autre, il veut voir... De la parole et donc, de l'autre. Ouais. sa parole doit être respectée, même si on n'est pas d'accord, comme disait Voltaire, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous ayez le droit de parler. Et donc, notre démocratie est en danger parce que nous avons perdu également l'essence de l'altérité, parce que nous avons perdu également l'essence de commun, parce que nous avons perdu l'essence du police, et qu'à l'échelle de la ville, de la cité, nous avons perdu également l'essence du respect de ce qui est matériel et immatériel et qui fait ce qu'on appelle la qualité de vie. Donc nous assistons à une dégradation des débats politiques parce qu'il devient tout simplement une histoire de tous à l'égaux. Donc voilà, donc on a fait la ville avec tous à l'égaux et maintenant la démocratie, elle devient tous à l'égaux.